Bonjour Élise Berlinski. Bonjour Jean-Philippe Denis. Élise Berlinski, vous êtes assistante professeure à la Copenhagen Business School, donc à Copenhague. Vous êtes auteur dans la Revue française de gestion d'un article intitulé Hyperloop, une mythologie de marché, qui est un article génial avec Marianne Strauch et Quentin Plantec. Dans cet article, vous parlez de quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui, à savoir Elon Musk. Et Elon Musk qui, en 2013, a proposé un livre blanc envisageant le transport à hyper grande vitesse, l'Hyperloop. Voilà, le truc qui nous permet de faire, a priori, New York-San Francisco, je crois que c'est ça, en 45 minutes, en gros. Et vous convoquez dans ce papier Roland Barthes et le concept de mythe pour comprendre comment. Pour faire simple, Elon Musk a réussi son coup. Voilà. Alors, premier point, pourquoi vous allez chercher le mythe chez Roland Barthes pour nous parler d'Elon Musk? Exactement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Hyperloop, c'est un objet qui n'a pas d'existence physique. En réalité, il n'existe que dans le livre blanc. Donc, à travers aussi des récits et des discours. Mais pourtant, ces récits et ces discours sont constitutifs d'une réalité, puisqu'il y a des marchés, aussi bien de conception que de déploiement, qui se sont structurés autour de Hyperloop. Et du coup, nous, en fait, ce qu'on se demande, c'est comment un objet sans existence physique participe à structurer le monde socio-économique. Et c'est pour ça qu'on va chercher le mythe, le concept de mythe chez Roland Barthes. Donc Roland Barthes, il décrit le mythe comme un mécanisme d'attribution du sens à des objets, des images, des personnes ou des phénomènes. Ce sens, ou encore qu'on peut appeler message mythologique, n'est pas ce qui apparaît à première vue. Donc, typiquement, un exemple extrêmement connu de Roland Barthes, c'est l'exemple du catch. Donc, le catch, à première vue, c'est simplement un spectacle de combat. Mais en réalité, ce spectacle de combat mime un message moral, celui de la justice. Nous, de la même manière, grâce à notre analyse, ce qu'on montre, c'est que, en réalité, Hyperloop porte un message, et ce message, c'est celui de la capacité de maîtriser le temps et l'espace permise par les nouvelles technologies. Alors évidemment, la question qui vient tout de suite, il est passionnant, quand je disais ça sur votre article. Notamment, vous travaillez sur l'importance de la position d'autorité de l'énonciateur. Voilà. Ce qui est fascinant, c'est que ça met en mouvement, ça n'existe pas, et pourtant ça va avoir des effets concrets. Voilà. Est-ce que c'est à ça que ça sert un mythe? Voilà. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, en fait, le mythe et vraiment la puissance du mythe, c'est de pouvoir naturaliser le message. En fait, en rendant le message implicite, il devient indiscuté et puis finalement indiscutable, en particulier si l'énonciateur est une personne qui a une position d'autorité comme Elon Musk, qui est malgré tout admiré par énormément de personnes pour sa réussite. C'est le nouveau Gandhi, hein. My life is my message. C'est vrai que le fait que ce soit Elon Musk qui porte tout ça, vous l'évoquez aussi, hein, c'est page 79, vous citez Elon Musk, alors qu'on a un peu de mal à développer la téléportation, ce qui serait vraiment cool, le THV est la meilleure option pour le voyage hyper rapide. Il a recours à cet imaginaire de la téléportation qui a bercé toutes nos enfances. Hein. C'est prodigieux. Finalement, pour étudier les marchés, est-ce que ça va au-delà du sujet Hyperloop? Pourquoi il faut recourir au mythe, peut-être, pour mieux comprendre le fonctionnement des marchés? En fait, il y a un certain nombre d'études qui ont déjà montré que les marchés sont structurés autour d'imaginaires socio-techniques. Simplement, la plupart de ces études, en général, elles s'intéressent à la réalisation de ces imaginaires socio-techniques physiquement. Typiquement, ça va être le cas de la loi de Moore. Mais nous, en fait, ce qu'on montre, c'est que... c'est les processeurs doubles de puissance tous les 18 mois. Exactement. Et donc, en fait, il y a des études qui, finalement, ont montré comment un marché s'est structuré autour de manière à ce que ça se réalise. Mais nous, en fait, ce qu'on montre, c'est qu'en réalité, il n'y a absolument pas besoin que ces imaginaires socio-techniques soient réalisés physiquement pour structurer des marchés. Il suffit de jouer sur les imaginaires. Alors, est-ce que c'est ça qui vous amène à cette notion que vous jugez l'apport essentiel de votre travail dans cet article, qui est celui de matérialité ambiguë? Oui, exactement. En fait, nous, ce qu'on avance, c'est que Hyperloop, il a une matérialité ambiguë. Il existe et il n'existe pas.
Exactement. Il existe et il n'existe pas. Ça dépend de l'observateur. Pour certains, c'est clairement un objet technologique extraordinaire, bientôt déployé dans le monde entier. Pour d'autres, c'est un pur objet de fantasme. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette matérialité, finalement, elle est produite par le discours. Et ici, en fait, ça rappelle tout de même qu'il y a un certain nombre d'études de la sociomatérialité qui avancent que finalement, le discours est social. Nous, ici, ce qu'on montre, c'est qu'en réalité, non, le discours ne touche pas que au social. Il touche aussi à l'aspect matériel de la sociomatérialité. Et finalement, en fait, donc la manière dont ça s'illustre, c'est que le fait que ce soit des mythes qui circulent, parce que finalement, au sein des marchés, ce sont des mythes, puisque l'objet n'a pas d'existence physique, donc ce sont bien des mythes qui circulent, le fait que ce soit des mythes qui circulent, ça fait que ces marchés ont une structure particulière. En effet, on a le marché de déploiement qui a besoin que le marché de conception existe, donc le marché de conception donc, qui vise à concevoir Hyperloop. Le marché de déploiement a besoin que le marché de conception existe, puisque l'objet physique, lui, n'existe pas. À l'inverse, le marché de conception a besoin de l'existence du marché de déploiement, auquel même des citoyens participent, parce que de cette manière, ça illustre qu'il y a une demande sociétale et légitime pour Hyperloop. Bien sûr, c'est l'œuf et la poule revisités en fait. Voilà. C'est tout à fait ça. Je vais rappeler le mode d'emploi que vous nous proposez. Il faut établir un rapport de supériorité par l'énonciateur, c'est-à-dire qu'il doit se positionner en rapport de supériorité. C'est typique d'Elon Musk et des fameuses visions stratégiques des grands leaders. L'objectivation du récit par le recours aux statistiques et à la science. Il faut rendre crédible le message. Il ne faut pas juste se contenter d'une idée en l'air. Il faut le rendre crédible. Un objet qui tire sa légitimation de son ancrage dans les forums publics, parce que plus on est nombreux à croire dans le mythe, et plus le mythe devient convaincant, et évidemment une application au train à haute vitesse qui porte un message mythologique, l'idée de la téléportation revue et corrigée. C'est absolument passionnant, et ça nous fait sortir complètement, explorer de nouveaux horizons. Merci beaucoup, Elise Walinski. Merci à vous.